Bienvenue dans le podcast Tech de Ayrton. Je suis Charlie Ami, CTO chez Ayrton, une société d'ingénierie spécialisée dans l'Internet des objets et la conception de produits intelligents. Dans cette série, nous discutons librement des sujets techniques qui nous animent dans le quotidien de nos projets. Des échanges libres et sans filtre. Pour en savoir plus sur nous, rendez-vous sur le site ayrton.fr. Bonne écoute. Salut Pierrick. Salut Charlie. Est-ce que tu peux te présenter très rapidement sur ce que tu fais chez Ayrton ? Ouais, donc chez Ayrton, je suis ingénieur développement embarqué et je travaille sur la partie plutôt Linux embarqué. Donc à Ayrton, on a un peu découpé le développement embarqué entre ceux qui font du firmware et ceux qui font plus du Linux. Et donc moi, je suis plus sur la partie Linux, même si je viens du monde du microcontrôleur et du firmware, donc des fois, j'y mets quand même les mains dedans. Mais sinon, je fais la plupart du temps du Linux et je fais du BSP. Donc le BSP, c'est construire une image Linux par rapport aux besoins d'un client. Tu peux pas t'empêcher de rentrer. C'est trop technique ? Non, c'est super. Est-ce que du coup, du développement microcontrôleur, du développement Linux, à quel point c'est deux mondes différents ? Ça va être deux mondes différents par rapport en fait à l'architecture sur laquelle on est exécuté. Donc quand on fait du microcontrôleur, on est très proche du hardware. On va venir aller jouer avec des registres, être beaucoup avec les références manuelles, les datasheets des composants. Alors que quand on va être sur du coup, le monde du Linux embarqué, on va être plus haut niveau et plus proche en fait, du même applicatif que l'on ferait si on développait quelque chose sur notre PC. Alors c'est qui le meilleur développeur ? Alors c'est le développeur microcontrôleur ou c'est le développeur Linux ? C'est compliqué comme question. La base de compétences, au final, est la même et commune pour les deux. Parce que ce qu'on va quand même rechercher dans les deux cas, ça va être un développeur qui maîtrise le langage C. Et après, ça va être plus une spécialisation s'il a plus l'habitude d'être proche du hardware et si c'est ce qu'il a envie de faire, ou s'il aime plus faire des applicatifs avec des interfaces graphiques. Du coup, lui, ce sera plus un Linuxien. Il y a des interfaces graphiques en IoT alors ? Alors, des interfaces graphiques en IoT, on pourrait en imaginer, mais c'est vrai que c'est peut-être pas forcément le cas d'usage le plus répandu. Donc Linux embarqué, Linux, alors moi initialement qui viens du cloud, c'est quand même des OS pour serveurs, etc. Enfin, on a l'habitude de les voir là-dessus. Est-ce que ça a vraiment sa place dans l'IoT ? C'est assez marrant de dire ça parce que de plus en plus, j'ai l'impression qu'on voit justement des parties du cloud qui viennent se l'embarquer. Donc on commence à utiliser des technologies qui à la base étaient réservées au cloud et on se dit finalement, c'est pratique, ça permet de développer plus rapidement, d'avoir quelque chose qui tourne rapidement sur notre cible. Et donc on prend des bouts qui viennent du cloud. Par exemple, je peux penser au Docker, au système de Docker qui vient du monde du cloud et qu'on utilise sur l'embarqué. Donc je pense qu'il ne faut pas avoir le monde du cloud et le monde de l'embarqué comme deux mondes séparés avec une frontière. Il faut arriver à échanger et justement prendre le meilleur des deux. Ouais, donc tu parlais de ces technos cloud, Docker, etc. qu'on retrouve sur de l'embarqué maintenant. Tu peux préciser un peu plus quel genre d'usage on a eu chez Ayrton de ça et comment ça trouve sa place ? Et pourquoi on l'utilise ? Donc on l'a utilisé en fait parce que donc déjà je vais peut-être présenter un peu la techno Docker dans l'ensemble pour ceux qui ne connaissent pas. Donc le système de Docker en fait c'est un peu une évolution de la machine virtuelle et c'est qu'en fait le but c'est d'essayer de séparer, vraiment d'isoler bloc par bloc les applications qui tournent sur notre device. Donc ça a deux intérêts. C'est un premier intérêt de sécurité parce qu'on va pouvoir isoler telle ou telle fonction et que du coup une fonction ne vient pas perturber une autre. Et le deuxième intérêt du coup du Docker, c'est que ça permet de redéployer à la volée des mises à jour de système sans venir reprogrammer notre Linux. Donc en fait notre Linux il va avoir un démon Docker qui permet d'exécuter une ou plusieurs images. Et après, on va pouvoir venir changer ces images à la volée et en déployer des nouvelles. Et donc, on l'utilise dans le cadre de l'utilisation de la stack Azure IoT Edge de Microsoft. Et donc, cette stack repose justement sur le système de Docker et permet de déployer des modules Edge donc, qui font du calcul sur l'embarqué et qui remontent après des données sur le cloud. Ok. Quand on pense à l'IoT, souvent on pense à des objets assez contraints. Il y a des problématiques d'autonomie, des choses comme ça. C'est pas un peu la grosse artillerie du coup, c'est quoi est-ce qu'il y a des pièges, des limites à ça quand même Ouais, donc là on est en IoT, mais on est plutôt en IoT partie Edge, donc ça veut dire qu'on est quand même, on fait quand même du calcul assez poussé sur le device. Et donc l'idée c'est d'avoir souvent les architectures qui sont mises en place, c'est qu'il y a une gateway assez puissante qui contient du coup par exemple ce système de Docker, cette stack Azure. Et par contre, derrière, on va avoir des devices feuilles qui seront des devices plus légers en ressources, qui consommeront moins d'énergie et qui, eux, seront
pour proprement parler, du device IoT. Ok. Est-ce que ça veut dire que du coup, on peut faire développer ces applications par des équipes qui ne sont pas particulièrement IoT? Ou est-ce que il y a quand même des choses à savoir pour pas se planter là-dessus? Donc il y a quand même des bonnes pratiques, parce qu'on reste quand même sur un device embarqué. Donc on va avoir quand même des bonnes pratiques de l'embarqué à respecter. Donc il va notamment falloir maîtriser notre ressource matérielle qu'on a disponible. On n'est pas sur un serveur où on peut venir racker des machines. On va être limité sur une petite carte électronique. Ouais. Donc ça veut dire qu'on va être limité en RAM et en flash. Donc il faut toujours avoir quand même cet aspect embarqué et de limite de ressources. Donc même quand on va redéployer des modules Docker, on va se dire on va essayer de factoriser au maximum tous ces modules pour utiliser un minimum de ressources sur le produit. Et l'autre aspect à garder aussi en tête, c'est qu'on est sur une carte électronique, donc on est très proche du hardware. Et souvent, en fait, sur de l'embarqué, on a besoin de venir interagir avec le monde réel autour de nous. Donc on va venir utiliser des capteurs, des bus de communication. Et du coup, cet aspect de comment est-ce que je donne accès à des bus extérieurs à mon Docker, c'est des choses qui ne sont pas forcément utilisées dans le monde du cloud. Ok. Est-ce que c'est plus facile, à ton avis, de venir du monde du cloud et d'apprendre ces parties-là embarquées, IoT, etc., matériel, ou le contraire? Et il y aura une courbe d'apprentissage en fait dans les deux sens. Le dev en fait qui va arriver du monde de l'embarqué, il aura déjà tout cet aspect contraint, cet aspect comment est-ce que je gère ma communication avec l'extérieur. Par contre, il va découvrir beaucoup sur le monde du cloud. Et à l'inverse, le Cloud 2 qui va descendre, il va devoir faire le cheminement inverse. Pour moi, je dirais que c'est à peu près le même travail pour les deux et qui va se recouper au milieu. Ok. Et toi, tu vois des évolutions autour de ça? Est-ce que tu penses que dans 5 ans, dans 10 ans, il y aura toujours ce genre de construction ou il y a d'autres alternatives à ça? Tu veux dire construction? Est-ce qu'on aura du Linux dans la nature pour les 50 prochaines années? Est-ce que sur ces cibles embarquées, est-ce qu'il y a des alternatives à Docker aussi? Est-ce qu'il y a d'autres approches autour de ça? C'est une question très ouverte. Alors je pense que le monde du Linux embarqué le Linux va vraiment pris une grosse place et va être amené vraiment à se développer. Et donc je pense pas qu'on aura d'autres alternatives à du Linux embarqué quand on veut mettre un gros OS sur un système embarqué. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir des nouvelles technos justement qui seront exécutées sur notre Linux et qui vont nous apporter encore plus de faciliter notre maintenabilité de nos produits, faciliter nos accès à distance, nous faciliter la vie sur toutes les contraintes qu'on a besoin quand on fait un produit embarqué. Ouais, donc qu'est-ce qu'il y a de spécifique du coup sur ces produits IoT qui ne sont pas forcément connectés en filaire avec Internet en permanence ou qui peuvent se déplacer, qui peuvent être sur batterie? Ça amène quoi du coup? Donc c'est toutes les contraintes, le fait d'être en mobilité, de ne peut pas forcément être dans une zone où on a une couverture réseau. Ça va vous emmener en fait des problématiques de robustesse sur la disponibilité. Donc il va falloir avoir des systèmes qui soient capables de se reconnecter automatiquement si on a perdu le réseau et s'il est revenu parce qu'on est en mouvement. Et c'est aussi des systèmes en fait qui vont être amenés à être mis à jour parce qu'on est sur un OS comme si on était sur un ordinateur. Donc il va y avoir des failles de sécurité qui vont être découvertes tout au cours du développement du produit. Et donc on n'a pas envie d'avoir un produit qui est dans la nature et qui est attaquable facilement. Donc ça veut dire qu'il faut aussi se prévoir avant de déployer ces produits dans la nature des systèmes pour les mettre à jour et continuer de les faire vivre comme on fait vivre notre machine PC chez nous. Ok, et les distributions Linux qu'on peut connaître, je sais pas, même Debian ou des choses comme ça, finalement c'est simple, non? On se connecte dessus, on fait un apt-get update, install, etc. et c'est parti, non? Ça suffit ça? C'est vrai que c'est l'image de où est la différence entre un PC portable et un système embarqué. Et donc la grosse différence, c'est qu'un système embarqué, il est là pour répondre aux besoins d'un client. Donc il y a un client qui va vouloir faire quelque chose avec un produit. Et c'est là où arrive le BSP, parce que le but du BSP, c'est coller aux besoins du client. Donc c'est tout là la difficulté du métier, c'est savoir écouter le besoin du client, comprendre ce qu'il a à faire et l'accompagner pour sortir une distribution qui correspond exactement à son besoin. Et qu'on ne traîne pas une distribution qui est capable de faire la terre entière, mais au final, on va utiliser 10% de ses capacités. Tu veux dire qu'on ne met pas LibreOffice sur tous les devices qu'on envoie dans la nature? C'est à peu près ça. Ok.
Non, plus sérieusement, du coup, c'est quoi les... Est-ce qu'il y a des grandes familles, des grands choix, du coup, quand on fait ces distributions custom, ces BSP? Donc ouais, le premier gros choix à faire, c'est choisir un système de bootloader. Parce Ok. que donc, le bootloader, c'est la première partie de logiciel qui permet après de démarrer tout le système. Il faut bien choisir ce bootloader parce que on va devoir anticiper, par exemple, comme je disais juste avant, les systèmes de mise à jour. Donc on va vouloir avoir un système qu'on peut mettre à jour sur le terrain, mais qui dit pouvoir le mettre à jour, ça veut dire aussi être capable, en cas de problème lors de la mise à jour, d'avoir toujours quelque chose de disponible et qu'on n'ait pas fait une brique dans la nature et on ait un système qui soit plus C'est capable de dommage. démarrer. Et donc c'est là où donc, il y a deux gros bootloaders qui sont utilisés dans les distributions Linux embarquées, c'est Barebox et Uboot. Et donc ce premier choix technique va permettre de savoir du coup quel système de mise à jour on va mettre dessus. Ok. Et après, sur les couches un peu plus hautes, au niveau des drivers, au niveau des gestionnaires de système D, ces choses-là, est-ce que c'est pareil, il y a des grands choix, est-ce qu'il y a des clans, est-ce qu'il y a des avis qui s'opposent sur ces trucs-là, ou c'est des choix en fonction du projet? Et ben, ça va être des choix qui vont être tirés par les contraintes de performance, contraintes de, par exemple, temps de démarrage, ou contraintes de vouloir utiliser, par exemple, quand on va vouloir faire du IoT Edge, on va devoir tirer du coup Docker sur notre cible, et donc ça va du coup prendre de la place et demander de l'installation de paquets. Donc en fait, c'est à chaque fois un jeu entre le besoin client et les contraintes techniques et les contraintes du coup d'espace disque et de temps de démarrage qui vont en fait influencer sur tel ou tel choix d'applicatif installé. Et du coup, pour ce qui concerne le développement des applications à proprement parler, le comportement de l'équipement, ça va ressembler à quoi alors? Une application en Linux, c'est ta question? Bah voilà, pour la couche applicative qu'on vient mettre au-dessus de tout ça à la fin. Il reste quoi du coup aux développeurs applicatifs à la fin? Alors, est-ce que tu considères que le développeur applicatif fait son BSP? Parce que ça peut être une question aussi. Ah, pour moi, c'est assez. Ah, est-ce que c'est le même développeur qui fait Mm. le BSP? Ok, donc question. Parce qu'en fait, voilà, il y a deux fonctionnements différents. On peut imaginer donc que ce soit une équipe qui fasse le BSP, une équipe qui fasse l'application. Ouais. Et donc l'équipe qui fait l'application vient voir l'équipe du BSP avec un cahier des charges et va dire j'ai besoin j'ai besoin de pouvoir utiliser telle et telle ressource sur mon système, donc j'ai besoin de tel ou tel paquet. Et donc dans ce cas, après l'équipe BSP répond aux besoins, fournit un BSP Mhm. et l'équipe application l'utilise. Et en fait, en même temps qu'on fabrique un BSP, donc les outils pour fabriquer du BSP, les deux plus connus sont Yocto et Buildroot. Et ces deux outils-là permettent également en fait, de générer des SDK et pour pouvoir fournir déjà un SDK à l'équipe application pour qu'ils puissent déjà développer et compiler et tester leur application déjà sur leur machine avant de déployer sur le système embarqué. Ok. Donc ça, je vois plus pour des gros systèmes où où il y a beaucoup de travail de BSP, beaucoup de travail côté Donc des application. grosses équipes, Donc des gros ouais. projets. Quoi. Voilà. Et l'autre idée, c'est qu'au final, c'est la même équipe qui gère à la fois l'application et le BSP. Et en fait, là, ça avance en même temps. Donc j'ai besoin de ce nouveau driver, je l'active, je commence à tester mon application avec, je vois qu'il me faut un autre driver, je l'active également. Et à la fin, on ressort en fait un BSP qui intègre déjà l'application développée. Ok. Et tout à l'heure, quand tu décrivais l'utilisation de Docker, etc., ça veut dire que quelque part, on a les mains complètement libres sur ce qu'on va déployer, la manière dont on va coder son application. Quoi. On n'est plus dans du développement en C, C++, comme on peut l'être, contraint sur des cibles microcontrôleurs. C'est quoi les prédilections dans toi, ce que tu as rencontré ou dans les équipes Donc là-dessus? la plupart des langages utilisés quand on fait du module Docker, on utilise le Python au maximum. Et donc pourquoi on utilisait le Python? Parce qu'on trouve que c'est le langage qui est le plus maîtrisé à la fois par les équipes qui viennent du monde de l'embarqué et les équipes qui viennent du cloud. Et du coup, c'est assez intéressant parce que quand on a des équipes qui sont justement multi-compétences, le Python est un peu le langage qui rassemble tout le monde et où tout le monde peut travailler ensemble dessus et comprendre ce qu'a fait l'autre dev à côté. Quoi. Ok. Et du coup, c'est pas le grand écart pour un développeur embarqué, pour peu que ce soit un profil aussi précis que ça, de passer de développement en C, C++, ou en tout cas voilà, très typé, etc. Et puis basculer dans Python qui a cette image de langage très très libre. Très haut niveau. Ouais, très méga haut niveau. Et je dirais que non, parce qu'au final, la plupart des développeurs embarqués maîtrisent et utilisent le Python quotidiennement, parce que même s'ils font leur développement en C, C++, la plupart des outils qui sont utilisés pour tester notre code et donc d'analyse de code sont en Python.
Donc souvent quand on a des systèmes de tests unitaires pour notre code, alors le code, oui, il est compilé en C, et donc là c'est un développeur embarqué qui l'utilise. Par contre, le développeur embarqué, souvent il fait le pendant niveau débarqué pour tester son code embarqué, et ce code débarqué est fait en Python. Donc c'est pas un nouveau langage découvert par les devs embarqués, ils connaissent le Python. Ils l'utilisent pas forcément comme les devs cloud, mais ils le connaissent. D'accord. Et est-ce que tu as vu du coup, avec cette espèce de convergence, des outils, donc on a parlé déjà de Docker, de Python, est-ce qu'il y a d'autres outils ou d'autres pratiques qui du coup n'existaient pas trop avant dans le monde de l'embarqué et qui se développent? Et nous sur nos projets, donc où je suis plus côté embarqué, l'autre outil qu'on a un peu volé au Clou 2, c'est le Ansible. Okay. Qui est du coup un outil qui permet d'automatiser du déploiement de machines. Donc normalement c'est vraiment adapté pour du serveur. Mais au final, pour reconfigurer des cibles Linux embarquées, ça peut être super pratique. En fait, ça peut être très pratique dans le cadre de la réalisation d'un POC. Donc quand on va faire un POC, on va vouloir aller rapidement à un démonstrateur et à quelque chose qui marche. Donc on ne va pas faire toute cette étape de construire un BSP, faire un Yocto, tout compiler. Et on va prendre une distrib déjà existante. Typiquement, on va partir d'une Raspberry avec un Raspi OS. Et par contre, il va quand même falloir le configurer pour pouvoir arriver à notre POC. Et là, pour le coup, utiliser un Ansible pour en plus tout déployer automatiquement sur un POC fonctionnel est super pratique. Peut-être un dernier sujet, du coup, tout ce qui touche autour du test, de la qualité de ce qu'on produit, avec toutes ces différentes couches qu'on empile, est-ce qu'on arrive quand même à un comportement de qualité, à maîtriser ce qui va se passer sur le terrain? Quelles étapes on peut mettre en place pour ça? Comment on veut tester, ouais. Donc déjà, si on repose sur un système pour le BSP, sur un système de build type Yocto ou Buildroot, on fait confiance au système de build et il sait recompiler, reproduire à l'identique une distribution, parce qu'on recompile tout à partir des sources. Donc ça, en fait, on va du coup s'affranchir de problèmes au niveau du Linux. Et après, si on fait tourner nos applications dans du Docker, on va tester chaque image Docker dans son coin. Et c'est ce qui est pratique avec Docker, c'est qu'en plus on peut très bien l'exécuter sur une architecture différente. Donc notre cible embarquée, ça va être une architecture ARM, mais on va pouvoir tester notre Docker sur du x86 et donc pouvoir mettre en place des outils d'intégration continue pour faire des tests pendant tout le développement. Et le jour où en fait on déploie sur la cible ARM, le chemin à passer du x86 au ARM est assez rapide parce que c'est une configuration à faire dans notre configuration de notre Dockerfile et on a un code qui est fonctionnel et sans bug vu qu'on les aura découverts avant sur du ARM. Ok. Et est-ce que tout ça, ça veut dire que demain c'est la mort du microcontrôleur et du RTOS, etc. Eh ben non, je ne pense pas non plus, parce que en fait, le microcontrôleur, on en aura toujours besoin quand on va avoir des cibles contraints en consommation d'énergie. Okay. Parce que c'est le Linux, oui, on va avoir quelque chose qui va être rapide à déployer, rapide à développer, avec beaucoup déjà de drivers mainlinés, donc en fait, ajouter un nouveau hardware, ça va être rapide. Mais par contre, dès qu'on va avoir besoin de faire des devices plus petits, parce qu'ils vont être sur une batterie, parce qu'ils auront une très petite taille de flash et de RAM, et bien là, de toute façon, on aura toujours du développement en microcontrôleur. Et du coup, même sur un gros système avec un gros Linux, on pourrait imaginer aussi du coup un gros Linux qui a des contraintes énergétiques et qui fonctionne en autonomie sur des batteries. Et donc là, il faudrait aussi un microcontrôleur à côté pour gérer l'alimentation du Linux. Donc on aura toujours du microcontrôleur, c'est juste qu'on le pousse de plus en plus dans un coin pour que le Linux prenne plus de place à côté. Bon, super, merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. Voilà, cet épisode est terminé. Nous espérons qu'il vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le sans retenue autour de vous. Nous sommes très curieux de vos retours sur ce nouveau format et de poursuivre le débat sur les sujets abordés. N'hésitez pas à prolonger la discussion avec nous sur les réseaux ou à nous écrire sur contact@ayrton.fr. Si vous aussi êtes un ou une passionnée de la conception de produits intelligents et seriez intéressé de rejoindre nos équipes, sachez que nous recrutons régulièrement de nouveaux ingénieurs, notamment sur toute la partie Linux embarquée. Contactez-nous pour en savoir plus. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Bonne journée et à très vite.